On va faire le schéma expliquant comment se crée le plancher dans le cas particulier d'une dorsale lente. Donc la formation de plancher, c'est ce qu'on appelle l'accrétion. Donc l'accrétion océanique. Donc vous vous méfierez qu'à cause du programme de première année, vous avez peut-être assimilé accrétion avec magmatisme, vous avez peut-être fusionné ces deux mots, alors qu'on va montrer ici que ce n'est pas du tout la même chose. On peut avoir accrétion océanique, donc formation de plancher océanique avec magmatisme, c'est le cas des dorsales rapides, ou sans, ou quasiment sans, et ce sera le cas des dorsales lentes. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, l'accrétion océanique dans le cas d'une dorsale lente. Donc la dorsale lente en question, ça peut être soit l'océan alpin, mais ça peut être aussi le cas de l'Atlantique. Donc dans le cas d'une dorsale lente, on a un relief un petit peu moins marqué que dans le cas d'une dorsale rapide. On n'a pas de rift central. Et on a vu dans le cas des Alpes que ce qui était un peu particulier sur ce plancher, c'est que justement, il y avait très peu de roches magmatiques présentes. Alors on va essayer d'expliquer ça. Donc ce qui fait qu'un océan s'étend, c'est qu'il y a un phénomène tectonique faisant que les contraintes dans cet axe sont extrêmement faibles, donc c'est ce qu'on va appeler une traction. Donc il y a toujours de la tectonique pour créer un océan, sinon il n'y en a tout simplement pas. Mais la question est, est-ce que cet étirement tectonique, est-ce qu'il est rapide ou est-ce qu'il est lent? Donc dans le cas qui nous intéresse, c'est justement quelque chose de lent. Donc on va avoir à peine une traction de quelques centimètres par an. C'est quelques, c'est 2 ou 3. On n'atteint jamais la valeur de 10. Une expansion de 10 cm par an, c'est caractéristique d'un océan de dorsale rapide. Alors qu'est-ce qui se passe dans un océan de dorsale rapide? C'est qu'à cause de l'étirement tectonique, on a toute la lithosphère qui est étirée. Ce qui fait remonter, à partir de la sténosphère, ce qui fait remonter de la péridotite. Donc ça c'est commun aux deux types de dorsales. Comme la traction est rapide, la péridotite, dans le cas d'une dorsale rapide, la péridotite remonte vite, elle n'a pas le temps de perdre sa chaleur, donc on peut même assimiler cette remontée à une remontée adiabatique, ce qui fait qu'elle arrive chaude et elle dépasse le point de fusion, puisque elle a gardé sa température mais la pression a chuté, et donc elle dépasse son point de fusion, elle fond, on a beaucoup de magmatisme, et on se retrouve avec 8 km de croûte. Ici c'est pas pareil, la remontée de la péridotite est relativement lente. Comme cette remontée est lente, sur tout son chemin, elle a le temps de perdre de la chaleur. Ce qui fait que quand elle remonte, quand elle atteint le point ici, il est rare qu'elle ait dépassé son point de fusion. Donc ce sera vraiment de façon complètement exceptionnelle que l'on atteindra le point de fusion de la péridotite, une fusion partielle, qui permettra d'avoir une toute petite chambre magmatique, mais non seulement elle est petite, mais en plus elle est transitoire. C'est-à-dire qu'elle apparaît et qu'elle disparaît très rapidement dans l'année, on ne la retrouve plus. Donc de façon très transitoire, on verra parfois apparaître une chambre magmatique qui va donner une petite série de coulées de basalte et ça s'arrête là. Donc après métamorphisme, on aura ici des métabasaltes et ici, après refroidissement, on aura des métagabbros. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas impossible d'en trouver, on en trouve au Chenaillé, mais c'est quelque chose de complètement transitoire. Là j'ai fait une photo, j'ai arrêté sur le moment où il y en a, et puis on reprendrait
une photo, si c'était possible, 3 mois plus tard, il n'y a plus rien. Donc c'est pas du tout systématique qu'il y ait du magmatisme. Le magmatisme, il est occasionnel, en fait il est complètement facultatif. Donc c'est un magmatisme qui est relativement rare. Alors qu'au contraire, dans une dorsale rapide, le magmatisme, il est continu, il n'arrête pas, et il produit en permanence 8 km de croûte. Donc vous voyez qu'ici, en termes de croûte, il n'y a que ce que j'ai dessiné en bleu. On peut même mettre ici dans la légende. C'est ce dont nous disposons pour la croûte océanique. Donc ici, la croûte océanique, son épaisseur, c'est 0, la plupart du temps, à quelques centaines de mètres. Donc 2 mètres seulement. On n'atteint jamais le kilomètre, et donc rien à voir avec les 8 km pour une dorsale rapide. Mais alors si on n'a pas de croûte là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la péridotite. En fait c'est la péridotite. Celle-ci elle est étirée, elle est déplacée, et celle-là elle vient et elle la remplace. Et donc ce qu'on retrouve sur le fond, si on note la péridotite ici, ça va être de la péridotite, déformée bien sûr, parce qu'elle est étirée. Et n'oublions pas que même si effectivement on a une remontée qui est plus lente, on a un petit peu moins de chaleur à l'axe d'une dorsale lente, c'est quand même une anomalie thermique, donc il y aura quand même de l'hydrothermalisme. Donc c'est moins fort bien sûr, puisque l'anomalie thermique est plus faible. L'hydrothermalisme ici est moins fort que dans une dorsale rapide, mais il existe quand même. Ce qui fait que ce que je vois ici en surface, c'est de la serpentinite. Alors qu'en profondeur, je garde la vraie péridotite qui n'a pas été métamorphisée, qui n'a pas réagi avec l'eau. Et il y a une frontière, ça c'est la limite d'hydrothermalisme. Donc dans une dorsale rapide, cette limite d'hydrothermalisme elle est entre 2 et 4 km, donc elle est en plein milieu des gabbros. Ici, cette limite d'hydrothermalisme, elle passe en plein milieu du manteau. Et cette limite d'hydrothermalisme est un très très bon réflecteur sismique. On a ici des roches qui sont avec des minéraux de serpentine, donc elles sont en feuillet, très allongées, très déformées. Et ici on a de la péridotite avec des minéraux beaucoup plus petits et isotropes. Donc ici les ondes sismiques vont se refléter de façon extrêmement importante. Donc la frontière d'hydrothermalisme, la frontière entre les serpentinites et les péridotites, c'est un réflecteur sismique. Et comment appelle-t-on le meilleur réflecteur sismique que l'on trouve à partir de la surface? Eh bien on appelle ça le MOO. Donc, je vous rappelle que le MOO ce n'est pas une définition pétrologique, ce n'est pas la limite croûte-manteau, c'est une définition sismique, c'est le meilleur réflecteur sismique que je trouve à partir de la surface. En domaine continental, le meilleur réflecteur sismique est à la frontière entre la croûte continentale et le manteau. Dans un plancher de dorsale rapide comme le Pacifique, le meilleur réflecteur sismique est à la frontière entre les gabbros et la péridotite, pour des raisons de différence de densité. Mais au sein du manteau, le meilleur réflecteur sismique, c'est la limite entre la serpentinite et la péridotite. Donc dans l'Atlantique, dans l'océan alpin, le MOO est en fait simplement la limite d'hydrothermalisme, ça passe à l'intérieur du manteau et il n'y a pas de différence de nature de roche, simplement celle en surface est hydratée, a fait des réactions métamorphiques qui lui ont donné des groupements alcool, ce qui n'est pas le cas de la zone en profondeur. Donc méfiez-vous du MOO, on a trop souvent tendance à l'assimiler à une différence de roche, c'est vrai presque tout le temps, mais en fait ce n'est pas vrai dans le cas particulier d'une dorsale lente et du plancher créé par cette dorsale lente.